La web radio Posa Source des Monts. Bonjour et bienvenue à la web radio de Posa Source des Monts. Vous êtes avec Rafa, votre animateur, et aujourd'hui on va parler des enjeux du Richelieu. La rivière Richelieu alimente en eau potable 42 municipalités, soit près de 250 000 personnes. C'est le cours d'eau le plus important, affluent au sud du fleuve Saint-Laurent. Il a joué un rôle capital dans les premières migrations amérindiennes, et avant l'avènement du train et des voitures, le Richelieu fut un incontournable pour la circulation de marchandises et de personnes riveraines entre les diverses communautés. On s'y baignait, la pêche était abondante et les embarcations de plaisance étaient plus modestes que celles qu'on connaît aujourd'hui. À ce jour, la situation du Richelieu est inquiétante et j'ai avec moi Michel Leduc, fondateur de l'Association des riverains et amis du Richelieu, pour en parler. Bonjour Michel, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Raphaël, ça me fait plaisir d'être ici. Parlez-nous d'abord de votre association. À vrai dire, l'association, ça va faire... on est dans notre 3e année d'existence. J'ai parti ça en septembre, il y a quelques années, suite à un comité de citoyens qui se questionnait à propos de la rivière Richelieu. Puis beaucoup d'irritants, puis beaucoup de questionnements importants en lien avec l'environnement, en lien avec le bruit, en lien avec la qualité de l'eau, en lien avec la faune, la flore. En tout cas, il y avait plein de questions. Et je me souviens, ça s'est fait par le biais du député du coin, un député fédéral, qui avait organisé ce comité-là. C'était Xavier Barcelou-Duval. Il avait organisé ça. Et qui est du Bloc québécois, puis c'est son comté. Et durant la rencontre, on se rendait compte que c'était des juridictions de 3 paliers, soit municipal, provincial, puis fédéral, parce que la rivière Richelieu, c'est un cours d'eau fédéral, parce qu'il relie le Canada des États-Unis. Alors, c'est un passage obligé, puis tout le monde se lançait à la balle, puis personne n'avait la notoriété de dire « Ah, moi c'est ça, moi c'est ça ». Tout le monde se lançait la balle. Fait que j'ai eu l'idée, avec les gens de la place de cette soirée-là, de partir une association, faire en sorte qu'on puisse adresser la problématique, qu'on puisse regarder. À partir de là, bon, on est tous des retraités, la plupart. Je parle de ça au début, on était 7-8. Puis ça a grandi. Aujourd'hui, on est 14 du conseil d'administration. Puis on travaille sur 5 axes de travail. Les 5 axes, c'est le premier, c'est l'eau, naturellement, parce que l'eau, dans notre marotte à nous, c'est de dire l'eau, c'est la vie. Si t'as pas d'eau, tu peux pas vivre. Oui, eau, source de vie. Eau, source de vie. Alors, l'eau, ça, c'est un des axes de travail, sur lequel on travaille beaucoup avec la pollution de la rivière, parce que la rivière est assez polluée, malgré ce qu'on entend. C'est pas une rivière que je me baignerais. On souhaite éventuellement le faire. Moi, jadis, je me souviens, quand j'étais plus jeune, dans la vingtaine, ça fait plusieurs lunes de ça, je me souviens d'avoir descendu la rivière en Palme, Mastuba, avec un groupe de jeunes, puis on avait descendu, c'était vraiment beau. Puis l'eau était claire, puis on voyait des poissons, on voyait des tortues, on voyait plein de choses. Aujourd'hui, avec la turbidité de l'eau, avec les sédiments qui sont en suspension, tout ça, on voit plus rien dans l'eau. Puis on se demande même comment les poissons font pour se promener. Oui, c'est assez désolant de voir la différence entre les deux époques. Fait que l'eau, disons que l'eau, c'est prioritaire, c'est un des axes. Avec l'eau, ben, on travaille beaucoup à regarder comment les terres agricoles sont drainées dans la rivière. Donc ça, c'est une des dimensions de l'eau, de l'axe de l'eau. L'autre dimension, c'est les surverses des municipalités. Parce que les installations sanitaires des municipalités ne fonctionnent pas adéquatement, puis ils ne répondent pas aux besoins du nombre de citoyens, puis du nombre de maisons connectées au système d'assainissement. Donc, il y a à peu près 2500 surverses par année dans la rivière. Le deuxième, c'est l'érosion des berges. Okay. Le troisième, c'est la navigation responsable, troisième axe. Le quatrième axe, c'est la faune, la flore. Puis le cinquième axe, c'est de rendre la rivière patrimoniale. OK. Mais donc, là-dedans, quelles sont les principales menaces qui ont été identifiées pour le Richelieu? Ben, actuellement, je parlais de l'eau tantôt. La menace principale, c'est la pollution de l'eau.
par les déjections des terres agricoles, parce que les terres agricoles sont drainées dans des fossés, puis les fossés s'en vont naturellement vers la rivière. Puis là, d'autant plus que les cultivateurs, la plupart des cultivateurs dans la région de la Montérégie, ils drainent leurs terres. Donc, c'est des pompes qui forcent l'eau à aller dans les fossés pour qu'ils puissent cultiver plus rapidement. Sauf que l'impact que ça a, c'est que tous les pesticides, les fongicides, les insecticides qui sont mis dans la terre, tout ça, ben, ils sont ramenés par les eaux de pluie, puis puis c'est envoyé direct dans les fossés, puis direct dans la rivière. Directement dans la rivière. C'est ça. Fait qu'il y a un taux de on n'a pas la lecture des intrants. On a fait des études, on a demandé des communications, on a fait l'accès à l'information parce que c'est public, mais il n'y a pas de tests plus élaborés pour nous dire quels sont les types d'intrants qu'il y a dans la rivière. Okay. Et ça, je pense que ça serait important parce que les néonicotinoïdes, principalement, c'est une substance qui était utilisée initialement pour détartrer des tuyaux. Oh boy. Puis là, mais ça se retrouve dans notre eau potable. En tout cas, il y a des traces, c'est sûr, on en est convaincu, mais au niveau de la IBR, on dit que l'eau est potable, puis qu'elle est correcte, mais j'aimerais ça qu'on puisse pousser un peu plus. Ça, c'est un des volets. Vous avez dit la IBR? La IBR, ça se trouve être... c'est la place dans notre région, en tout cas, dans la partie qui sert, je pense, Saint-Antoine, Saint-Denis, Saint-Marc, puis Saint-Charles. La IBR, c'est un anacronyme pour dire que c'est la place où ils assainissent l'eau pour servir l'eau potable aux citoyens. Donc, il y a le volet de l'agriculture qui est bien important, puis on a un comité qui travaille là-dessus. Puis le volet plus au niveau des municipalités et des industries qui font des surverses dans la rivière. Bon, justement, les surverses. Qu'est-ce qui se passe dans le cas d'une surverse d'eau usée? OK. Pour t'expliquer c'est quoi une surverse, c'est... on a un système, le système qui existe, le système d'assainissement qui existe dans des municipalités, il existe depuis une bonne trentaine d'années, puis ils n'ont pas été revampés, comme on dit. Avec les années, il y a eu une augmentation au niveau de la population, juste dans la Montérégie. C'est la couronne la montérégienne. La banlieue de Montréal, ben, il aurait dû avoir une augmentation au niveau de la capacité, au niveau du système d'assainissement, puis ça n'a pas été fait. De sorte que il y a à peu près 2500 surverses par année. Puis on n'a même pas le volume de qu'est-ce qui est versé dans la rivière. Mais on sait qu'il y a 2500 surverses. Fait que, au total, on a fait le calcul. Vous pouvez aller voir sur le site rivièrerichelieu.ca. On a des statistiques qui figurent là, puis avec des chiffres qui sont correspondants à ça. Ça, c'est des informations qu'on a faites auprès du ministère de l'Environnement. Il était frileux à nous donner l'information, mais on a fait la demande, puis ils n'ont pas eu le choix de nous le donner. Donc, en total, en continu, c'est comme si par année, tu as 872 jours. Tu vas me dire, ben Michel, il y a 365 jours dans l'année. Ben effectivement, ça veut dire que c'est en continu quasiment. Puis on n'a pas le volume. Les municipalités, ils sont un peu coincés là-dedans. Parce que je ne veux pas jeter le blâme juste sur les municipalités. C'est sûr que c'est un non-sens pour nous qu'on jette toutes nos déjections des toilettes puis OK, donc c'est ça une surverse d'eau. Une surverse, c'est quand le système d'assainissement, il ne fournit pas. Puis qu'ils sont en trop plein, puis il faut qu'ils rouvrent les valves. Puis en ouvrant les valves, ben ils purgent. Ils purgent le système dans la rivière. Donc, on se trouve à renvoyer des eaux usées dans le Richelieu directement. On renvoie nos eaux usées dans le Richelieu direct. L'eau de toilette, sans filtration, parce qu'il y a un trop plein. Puis ça arrive plus souvent quand il y a des grosses pluies, parce qu'il y a beaucoup de systèmes des systèmes d'égouttement qui passent par le système d'égout. Mais les eaux de pluie, de ce temps-ci, on a remarqué qu'il y a une augmentation par temps sec. Fait que là, on ne peut pas dire c'est à cause de la pluie qu'il y a eu des surverses, parce que même par temps sec, il y en a tout le temps. OK. Puis il n'y a même pas d'amendes qui ont été données non plus. Fait qu'il n'y a pas un contrôle de ça. Il y a comme un laxisme là-dessus, mais sauf que là aussi, on pourrait faire des études, puis on pourrait pousser un peu l'étude au niveau de l'eau qu'on boit, voir la traçabilité juste au niveau des antibiotiques. Parce que là, toutes
dans le fond, tous les rebuts de notre eau usée, les toilettes, puis les lavabos, puis ouais, donc, le lavage, ça s'en va tout dans la rivière. OK, puis qu'est-ce qui serait le moyen pour contrer cette menace-là? Ben, je pense que dans un premier temps, c'est de donner des budgets, que le gouvernement débloque des budgets spéciaux pour permettre aux municipalités de revamper le système, puis d'améliorer le système pour pouvoir répondre, les infrastructures soient revampées pour que ça puisse répondre à la demande, d'une part. D'autre part, peut-être de taxer, mais pas le citoyen comme tel, mais de taxer les promoteurs immobiliers qui font beaucoup d'argent dans le développement des constructions puis tout ça, puis qu'eux autres, il y aurait avantage peut-être à payer un pourcentage de cette amélioration-là de l'infrastructure. Parce que là, au final, ça va être tout le monde qui va payer, puis ça va coûter excessivement cher. Puis l'impact que ça a, ben là, j'ai pas besoin de faire de dessin. L'eau de la rivière, ben c'est sûr, tu te baignerais-tu dans ton eau de toilette? Je pense pas, puis moi non plus. Je pense pas, non. Donc, pouvez-vous nous expliquer maintenant, vous avez parlé dans vos articles de la navigation responsable, parce que ça peut être un moyen aussi, la navigation responsable, de minimiser l'impact qu'on a. Ben ça, c'est plus par rapport à l'érosion des berges, par rapport à la pollution aussi, parce qu'il y a eu une augmentation très importante dans les 10 dernières années au niveau du trafic maritime. Donc, il y a de plus en plus de bateaux, tout ça, sauf que les bateaux deviennent de plus en plus gros puis font de plus en plus de vagues. Donc, il y a beaucoup de bateaux dans des temps surtout l'été, là, c'est bien sûr. Là, en automne, un peu moins, là, mais dans la période cible de l'été, là, il y a beaucoup de bateaux, puis il n'y avait même pas de présence policière entre Belleuil et Saint-Ours. Fait que là, on a travaillé avec la Sûreté du Québec, puis qui ont été très collaborants pour établir une patrouille, parce que ça devenait quasiment comme une autoroute, pas de police. Là. Fait que là, il y a une patrouille qui s'est faite. Maintenant, la patrouille est plus à faire de la prévention pour éviter des accidents, tout ça, mais ça n'a pas réglé le problème d'érosion par le bâtillage des vagues et tout ça. Donc, l'érosion comme telle des berges fait partie des menaces qu'on peut c'est très sérieux. Il y a plusieurs municipalités qui sont affectées par ça. Pour nommer que 2 qui sont vraiment touchés de façon majeure, il y a Saint-Ours, il y a Saint-Roch. Saint-Ours de l'autre côté, puis Saint-Roch du côté des deux côtés de la rive, dans le fond, ils sont affectés par les vagues, puis ça amène des éboulements, puis tout ça. Puis il y a une nouvelle cartographie qui s'en vient, vous allez entendre parler de ça s'appelle le NA1, mais je vous en parlerai pas plus que ça, je pourrais vous en reparler ultérieurement, parce que l'objet, c'est pas ça, là, dans la question que tu me posais. Fait que, oui, le bâtillage des vagues fait en sorte que ça a un impact. Puis, les citoyens, il y en a des citoyens qui ont des murs, parce que pour situer en contexte, il y a presque 100 ans, au-dessus de 100 ans, il y a eu un barrage qui s'est construit à Saint-Ours. Ah oui? Et ce barrage-là a fait en sorte que ça a remonté le niveau du Richelieu, parce qu'anciennement, le Richelieu, c'était une voie navigable pour le transport des matériaux. Oui. Alors, il y avait des barges, puis ces barges-là, ils ont été obligés de draguer le fond, donc ils ont remonté le niveau de la rivière. Fait qu'anciennement, là, si t'es riverain, là, anciennement, tu avais 40 pieds de plus. C'était comme une plage de chaque côté. Ah. Mais là, le 40 pieds, il a été submergé par l'eau qui ont monté à cause qu'ils ont dragué le fond pour pouvoir monter le niveau de la rivière pour que les barges puissent passer. Okay. Et là, avec le temps, ils ont fait des murets, des gros murets de pierre pour que les barges puissent s'accoter le temps qu'une autre barge passait, puis ainsi de suite, parce que, le trafic se contrôlait comme ça. Sauf que là, les barges n'existent plus. On sait que là, c'est devenu plus un endroit pour se promener, puis c'est encore un passage obligé, donc c'est encore une voie navigable, ça n'a pas changé. Sauf que les murets, à cause des bâtillages des vagues, ça, sont en train de tomber, tout ça. Donc, il y a beaucoup de gens qui perdent de leur terrain, puis tout ça. Puis ça, c'est majeur. Puis l'autre fait qui joue pas en notre faveur, puis je parle pour tout le monde, c'est la grille du frein qui attaque tous les freins. Puis sur le bord du Richelieu, initialement, c'était des immenses pins qui étaient là. Mais les Anglais, quand ils sont arrivés, ils ont coupé tous les pins pour faire des bateaux puis des meubles. Puis ce qui a été remplacé par la nature, ça a été des freins. Puis on a eu plein de freins, mais là, il y a des coupes qui se font de freins parce que les freins sont tous attaqués. Ils sont tous attaqués et sont malades.
Donc, les freins servaient à empêcher l'érosion. Et voilà. Fait que là, c'est sûr qu'on travaille beaucoup pour amener les gens à être conscients qu'il faut qu'ils végétalisent leurs berges, puis faire en sorte que, dans le cas présent, de mettre du mûrique baumier ou du saule arbustif, ça fait beaucoup de racines. Des bonnes racines. Parce que c'est ces racines-là qui vont faire que ça fait une rétention au niveau du sol, puis tout ça. Puis lorsqu'on parlait de navigation responsable, est-ce que c'est une façon d'adapter sa conduite de navigation? C'est sûr que réduire la vitesse. Au niveau de la navigation, c'est sûr qu'il y a une demande qui a été faite de réglementation. Ça a été déposé par 4 municipalités, Saint-Denis, Saint-Roch, Saint-Charles, Saint-Antoine. Les 4 maires ont fait un dépôt. Puis l'association a travaillé avec eux pour élaborer. C'est un dépôt qui a été fait avec le Bureau de sécurité nautique fédéral. Puis c'est eux autres qui gèrent ça. Fait qu'il y a une demande de réglementation qui a été faite, puis on attend une réponse. Puis la réglementation qui vise à faire réduire l'achalandage? La réglementation, c'est plus par rapport à la vitesse, pour essayer de voir qu'il y a que ce soit moins rapide, puis qu'il y ait un respect au niveau de la hauteur des vagues, tout ça, pour éviter justement le bâtillage puis l'érosion des berges. Là. C'est dans ce sens-là qu'il y a une demande de réglementation qui a été faite au Bureau de sécurité nautique fédéral. Puis ça, c'est assez compliqué parce que c'est la première fois, je pense, qu'on va aussi loin dans une démarche de réglementation. Et c'était un peu l'objet du début de l'association. OK, donc c'est ça. La navigation responsable comme telle, c'est vraiment d'éviter de faire des trop grosses vagues. C'est ça. En général. En général, tu sais, donner un exemple. J'imagine aussi la consommation de carburant, peut-être. Juste pour situer en contexte, il y a 2 études. Vous pouvez aller voir aussi sur le site rivièrerichelieu.ca. Il y a 2 études universitaires qui sont sorties par rapport à la hauteur des vagues, puis comment la vague peut briser l'environnement. Comment la vague détruit l'écosystème. Pour les bateaux, exemple, les bateaux de wake puis les bateaux de surf, qui font des grosses vagues parce qu'ils ont des espèces de ballasts qui remplissent puis ils augmentent la grosseur de la vague. Bon, en 2015, c'est les dernières études, 2015 puis 2016, une étude qui est de l'Université du Québec, puis l'autre, c'est l'Université, c'est-tu Sherbrooke, je me souviens plus trop, mais c'est des études qui ont été faites à partir du lac Memphremagog. Puis, ces études-là démontrent que si tu as moins que 600 mètres de largeur, une vague va briser l'écosystème. Puis, si tu as moins que 5 mètres de profondeur, la vague va briser l'écosystème. Fait que c'est-à-dire que si tu veux faire du wake ou si tu veux faire du surf, il faudrait que tu aies minimum plus que 600 mètres de largeur, donc tu passes au centre avec 600 mètres, donc 300 mètres de chaque bord, puis 5 mètres de profond. Mais 5 mètres de profond, là, c'est 15 pieds à peu près. Ouais, c'est... Fait que c'est pas beaucoup. Fait que c'est sûr que quand tu as un gros 50 pieds, s'en vient, puis qu'il a le nez dans la vague, comme on dit, il fait une vague de 3 pieds, 4 pieds, c'est sûr qu'il arrache tout quand tu arrives sur les bords. Fait que ça, ces études-là ont été prouvées comme quoi l'écosystème était complètement chamboulé à cause que plus la vague est grosse, puis plus elle vient frapper le bord, mais elle arrache tout le fond, puis ça fait une turbidité de l'eau, bien, ça arrache tout, ça empêche l'écosystème de s'installer, puis là, ça amène. On le voit depuis 10 ans, on a vu comment la turbidité de l'eau a augmenté versus un achalandage prononcé puis augmenté. OK, puis je terminerai, je vous rappelle qu'on est avec Michel Leduc, qui est le fondateur de l'Association des riverains et amis du Richelieu. Je terminerai avec une question qui est à savoir quels gestes peuvent poser les citoyens pour éviter le déclin de la rivière Richelieu. Tu sais, on a parlé un petit peu avec la navigation responsable, plantation au niveau des berges. Y a-t-il autre chose comme citoyen qu'on peut faire pour éviter le déclin du Richelieu? C'est sûr que comme citoyen, on a à prendre acte de la sécurité publique. Donc, de nommer quand on voit des affaires qui n'ont pas d'allure, qui se passent sur la rivière. Donc, de faire des plaintes au niveau de la SQ. Si on voit des choses qui sont dangereuses. Dernièrement, cet été, on avait eu presque un accident, puis on était content que ça ne se produise pas, là, mais un bateau cigarette qui avait traversé
une famille qui était en train de faire de la tripe, puis il avait coupé la corde. En tout cas, ça aurait pu être très dommageable. Là. Fait que c'est sûr que ça, de faire des plaintes quand on voit des gestes qui sont pas sécuritaires, d'aviser la municipalité par rapport aux surverses, puis de faire de la pression auprès des dirigeants politiques municipaux, de s'informer auprès de les unités d'assainissement, de s'informer au niveau de l'AIBR qui les concernant l'eau, pour savoir la qualité de l'eau. Naturellement, moi, ce que je propose, c'est qu'ils puissent travailler avec nous autres puis adhérer à comme membre de l'association. Membre de l'association. Tu vois, plus on est de membres, meilleur c'est bien sûr. Puis moi, c'est pas pour faire de l'argent que je dis ça, c'est plus pour avoir un mouvement citoyen. Plus on est nombreux, plus on va mettre de la pression en bonne place pour faire bouger les affaires. On a de l'impact à ce moment-là. C'est ça. Ce que je voudrais rajouter, Raphaël, on n'a pas parlé, c'est combien ça serait important aussi, puis ça, c'est un des axes qu'on n'a pas parlé tantôt, c'est la faune de la flore. Je pense que ça, c'est un axe qui est bien important parce que c'est sûr que si l'écosystème, juste au niveau des plantes, au niveau des insectes, tout ça, c'est tout détruit à cause de la pollution, à cause de la haute teneur du phosphore, ben ce qui arrive, c'est que là, tu as des plantes exotiques envahissantes qui rentrent dans le décor. Puis là, on voit déjà ce début-là. Puis ça, si ça fait ça, ça veut dire que la rivière va s'étouffer. Oh. Puis là, ben, quand la rivière, l'écosystème, il est scrap, il est scrap. Tu peux pas revenir. La rivière Yamaska, là, il travaille bien fort pour essayer de la ramener, puis c'est tough. L'organisme du bassin versant de la rivière Yamaska, en passant, il travaille super bien. Le nôtre, c'est plus difficile à travailler avec. Ce que je voulais amener, c'est que vous avez quand même, je pense, des pétitions sur votre site Internet. Oui, on avait une pétition qui a été déposée, puis on va en refaire d'autres prochainement concernant l'eau. Mais pour l'instant, comme je vous dis, on travaille sur ces 5 axes-là. Le dernier axe que je n'ai pas parlé, puis que je vais parler rapidement, c'est de rendre la rivière patrimoniale. On aimerait ça que la rivière soit reconnue comme étant une rivière patrimoniale. C'est quand même important au niveau de notre histoire. Oui. Champlain a navigué dessus, c'est pas rien. Fait que déjà ça, de reconnaître historiquement que la rivière est patrimoniale, ça pourrait amener bien des choses. On est en train de faire une démarche là-dessus. On devrait déposer d'ici 2020 notre demande de rivière patrimoniale. En espérant que ça fonctionne. Ça devrait, donc, je suis espérant. Ben merci beaucoup, Michel, de nous avoir accordé de votre temps. Donc, c'était Michel Leduc, fondateur de l'Association des riverains et amis du Richelieu.